Retrouve ce soir, on se retrouve avec Monsieur Richard Darmon, donc journaliste, vous connaissez certainement, et donc c'est le deuxième cours d'une série de 12 cours. 12 cours, on va avoir 12 clés pour comprendre un petit peu mieux la situation au Moyen-Orient. Et ce second cours, on va parler de la menace iranienne avec Richard Darmon. Je vous invite, si vous voyez la rediffusion, je vous invite à venir en direct tous les dimanches soirs à 21h30 heure israélienne, à 20h30 heure française, en direct. Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions avec votre microphone. Ça veut dire que si vous le désirez, vous pouvez mettre votre caméra. On vous attend pour débattre chaque dimanche soir avec Richard Darmon. Voilà Richard, je te laisse la parole et bonne étude à nous tous. Bonsoir. Nous avions, avant Pessar, fait une première approche qui consistait à analyser le phénomène de transformation très rapide de ce qu'on a appelé les printemps arabes, ce qu'on avait appelé surtout à Paris, en Europe, faussement les printemps arabes, qui sont devenus des hivers islamiques bien glacés. Et surtout, nous avions analysé les bouleversements qui sont loin d'être terminés au Moyen-Orient, dans tous les pays autour d'Israël, des bouleversements sans précédent depuis, on pourrait dire, de nombreux siècles, puisque en quelques semestres, les grands États arabes de la région ont été soit menacés comme l'Égypte, soit les régimes ont été renversés comme en Syrie, en Irak, et donc on a affaire à un tremblement de terre sans précédent. Et ce pourquoi ce soir nous parlons de l'Iran, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre véritablement ce qui se passe autour de nous depuis surtout 5 ans, depuis fin 2010, début 2011, si on ne décrypte pas la clé iranienne. Et la menace que constitue l'Iran, qui est en fait un pays qui n'est pas un pays arabe, c'est un pays indo-musulman au niveau ethnique, c'est-à-dire qui est indo-européen, pardon, au niveau ethnique, et qui est de confession musulmane chiite, mais qui n'est pas un pays arabe, c'est un pays qui, si vous voulez, se distingue à la fois par donc, son appartenance à l'islam chiite en tant que religion, mais aussi parce que il est sur le plan ethnique, il se distingue complètement du monde arabe, puisque c'est un pays chiite. D'ailleurs, pour replacer un peu la réflexion de ce soir dans ce qu'on va faire la semaine prochaine, on parlera du conflit historique sunnite-chiite, qui est aussi l'une des clés de compréhension de ce qui se passe autour de nous. Alors, en guise d'introduction, avant la carte, vous l'avez sous les yeux, on comprend que l'Iran, vous voyez, cette espèce de parallépipède immense qui se trouve, que je montre là actuellement, qui se trouve en fait au cœur du Moyen-Orient, avec à l'ouest l'Irak et l'Afghanistan à l'est, au nord, disons, plusieurs pays dont la Turquie, dont on parle beaucoup, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, des républiques, ex-républiques soviétiques, et au sud, le Koweït et le Pakistan, donc au cœur d'un Moyen-Orient en pleine turbulence. L'une des clés, si vous voulez, pour arriver dans ce sujet, c'est de rappeler la phrase célèbre qu'avait prononcée Shimon Peres il y a plus de un quart de siècle, il y a 25 ans déjà. Il a été en fait, on peut le reconnaître ceci, c'est pas toujours le cas, mais il a été très lucide sur le danger iranien il y a plus de 25 ans, donc déjà fin des années 80, début des années 90, quand il avait dit que la menace iranienne était une menace terrible non seulement pour Israël et pour les pays du Moyen-Orient, mais pour le monde libre et le monde démocratique. Et ce, avait-il expliqué, en raison de 3 critères qu'il n'a pas cessé de rappeler. D'ailleurs, ensuite, évidemment, cette analyse a été reprise à juste titre par les autres leaders israéliens, notamment par le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou. Et qu'est-ce qu'avait dit en substance Shimon Peres? Pourquoi si vous voulez, l'accès de l'Iran à l'arme fatale qu'est l'arme nucléaire constitue un danger énorme? Eh bien, en fonction de 3 critères. Il avait expliqué que, d'abord parce qu'il s'agit d'un régime de dictature, un régime totalitaire, on en parlera sans doute plusieurs fois ce soir, le régime iranien qui se livre de temps en temps à des élections, mais tout sauf un régime démocratique. La terreur règne dans les rues de Téhéran et des grandes villes iraniennes grâce à une milice
qui s'appelle les gardes révolutionnaires, qui comporte l'Iran à 85 millions d'habitants, et on a recensé à peu près 10%, c'est-à-dire que les gardes révolutionnaires iraniens, c'est presque 10% de la population. Il y a plus de 7 millions de gardes révolutionnaires iraniens, c'est-à-dire une milice politique et militaire qui est bien plus efficace et bien plus prégnante que l'armée elle-même, et qui fait la police des mœurs, c'est la police tout court. Et c'est une politique de terreur. Et donc, avait dit Pérez, c'est un danger, un triple danger. Quelle est la définition du cocktail, du triple cocktail explosif, entre guillemets, iranien, c'est le cas de le dire, avec le nucléaire? C'est que d'une part, il s'agit donc d'un régime totalitaire, et deuxièmement, d'un régime, si vous voulez, qui a accès à des armes, et ce n'était pas le cas il y a 25 ans, mais maintenant on sait que c'est le cas, qui a accès à des armes de destruction massive. Donc, deuxième critère, quand un régime totalitaire a accès à des armes de destruction massive, il a vocation de s'en servir. C'était le cas de Saddam Hussein, qui avait gazé des milliers de Kurdes pendant son règne. Mais troisième élément de cette trilogie funeste, c'est que la différence essentielle, avait dit Pérez, et c'est ce qui fait que le cas iranien est spécifique et unique en son genre, c'est qu'on a affaire donc à un régime totalitaire, d'une part, qui aurait accès à des armes de destruction massive, et dans le cas de l'Iran, et ça le démarque même d'un régime aussi difficile que fut celui de Saddam Hussein, c'est que troisième élément, c'est un régime islamiste intégriste qui est animé par une foi messianique, entre guillemets, chiite. C'est-à-dire qu'il a une vision de la géopolitique et une vision de son avenir et de son rôle au sein de la région d'une part, mais à l'échelle de la planète, une vision qui est une vision, si vous voulez, eschatologique, messianique, pas au sens juif bien sûr, mais une mission, si vous voulez, de religieuse complètement décryptée, complètement inscrite dans les textes. On ne va pas me livrer maintenant une analyse. Mais quand on connaît les textes du messianisme chiite, ce qu'ils appellent la venue du 12e imam, qui doit se faire dans une situation de tourbillon international et d'apocalypse, entre guillemets, alors que nous, juifs, contrairement aux chrétiens et à tous les musulmans, il n'y a aucune apocalypse, c'est que ce qu'on appelle chez nous Ket Hayamin, la fin des temps, c'est la fin des temps d'exil. C'est la fin d'une certaine phase de l'histoire de l'humanité, mais certainement pas la fin du tout de l'histoire. Alors que chez les chrétiens d'une part, mais c'est un autre sujet, mais chez les chiites, surtout musulmans chiites, il y a cette conception de, si vous voulez, de la fin de l'histoire, du retour de l'imam qui va venger les chiites qui ont subi de nombreuses déconfitures dans l'histoire. Et donc, en fait, ce que j'avais dit Pérez, vous ne connaissez peut-être pas tous les détails de ce texte, c'est que mais enfin qui connaissait le danger que représentait l'intégrisme chiite musulman iranien, c'est que quand un régime, je résume un peu cette pensée parce que ça va nous éclairer pour comprendre en quoi le danger est encore plus prégnant qu'autrefois, qu'il y a 25 ans. Quand un régime, avait dit Pérez, à la fin des années 80, un régime de dictature et de tyrannie, un régime totalitaire, despotique, a en main des armes de destruction massive, et en plus est animé d'une idéologie religieuse intégriste qui, si vous voulez, qui pourrait lui faire prendre un certain nombre de risques, eh bien, oui, il y a un danger pour ses voisins, un danger pour le monde entier. Alors, ce que je voudrais faire, on reviendra à la carte lorsque on explicitera certains autres éléments. Ce que je voudrais faire, c'est, si ça marche, je ne sais pas s'il faut que je reclique là, voilà, c'est, là on retrouve l'Iran, si vous voulez, plus imposante encore, parce qu'on voit comment elle s'inscrit dans la région, c'est revenir en première partie. Et on a préparé un slide qui résume les choses, et puis on va faire point par point après sur quelque chose de plus récent. C'est, si vous voulez, en quoi le fameux pacte qui a été conclu par ce qu'on appelle les grandes puissances de la planète le 14 juillet dernier, ça va bientôt faire un an, c'était d'ailleurs un jour pas très glorieux où je ne sais qui en Europe a allumé des lampions, mais ce 14 juillet 2015 a vu donc les grandes puissances de la planète, ce qu'on appelle le groupe des P5+1, c'est-à-dire les États-Unis,
la Russie, la Grande-Bretagne, la France, oui, et aussi bien sûr l'Allemagne, signer, si vous voulez, avec l'Union européenne aussi, signer un pacte, donc un pacte avec l'Iran pour en fait reconnaître que son programme nucléaire était pacifique et civil et qu'il ne représentait pas un danger à partir du moment où, je précise tout de suite, je parle de pacte parce que cet accord de Vienne, qui est rentré dans l'histoire maintenant, et qui est d'après l'analyse de plusieurs experts une catastrophe pour l'avenir de la région et du monde éclairé, du monde libre, cet accord n'a pas été signé. C'est incroyable, il a été une espèce de consensus, c'est-à-dire que les Iraniens qui ont fait durer le plaisir nuit et jour ont accepté un certain nombre de points, de paramètres, mais cet accord n'a jamais été signé. C'est un accord oral, c'est une espèce de plateforme, et on se demande, à l'heure qu'il est aujourd'hui encore, les journalistes se demandent comment les puissances occidentales, qui ont quand même une certaine expérience des accords internationaux, ont accepté d'enclencher un processus, disons, de reconnaissance de l'Iran, et y compris de son programme, alors que rien n'était signé. Alors vous me direz, tout est formel, une signature, quand Saddam Hussein avait signé l'accord avec l'Iran justement pour un accord de paix quelques mois à peine avant le début de la fameuse guerre Iran-Irak, au début des années 80, qui avait fait plusieurs millions de morts, eh bien cet accord, il l'a déchiré devant les caméras quelques mois après. Donc c'est vrai qu'une signature, du point de vue d'ailleurs de certaines mentalités dans le monde arabo-musulman, ça ne vaut que pour le présent du jour où on signe. Mais là, cet accord passé avec l'Iran n'a jamais été signé. Et on m'a posé la question une fois, est-ce que même les Européens ont quant à eux signé quelque chose? Non, même pas. Il y a eu différents drafts, une espèce des imprimés qui ont été faits, des paramètres de l'accord, mais rien n'a été signé. Alors, ce qu'on va essayer de faire, bon, ça s'appelle, en anglais, c'est important que je le dise parce que si vous le retrouvez dans la presse pour comprendre, ce plan, d'ailleurs, c'est pas un accord, il y a 159 pages comme ça s'appelle le plan d'action global et conjoint. En anglais, pas besoin de le dire, mais en tout cas, ça s'appelle plan d'action global et conjoint. Et simplement pour vous donner une réaction, une interprétation, c'est celle du président iranien qui s'appelle Rouhani, d'un nom assez marrant d'ailleurs en hébreu. Il s'est félicité le soir même de l'accord en disant ceci, je vous cite, les fidèles qui ont prié pendant les 5 mois du Ramadan, il parlait donc de l'an dernier, ont été exaucés, car la communauté internationale lève les sanctions et l'Iran conserve son programme nucléaire. C'est toujours lui qui parle. Le résultat de ces 22 mois de négociations prouve que nous avons eu raison de vouloir charmer le monde, et c'est là tout un art. Donc, c'est fin de citation. C'est intéressant que Rouhani reconnaît, le président iranien reconnaît le soir de l'assentiment sur cet accord qu'ils ont réussi leur opération de charme, de poudre aux yeux au niveau de l'Occident et ont décroché la timbale d'un accord. Alors, qu'est-ce que donne cet accord? C'est ce qu'on va voir maintenant, les différents points, si vous voulez, qui sont énumérés, et on va essayer à chaque fois de donner quelques explications. Il y a d'abord une légitimité, comme j'ai écrit nucléaire, mais qui est aussi internationale pour l'Iran. Cet accord prévoit que, si vous voulez, sur les 20 500 centrifugeuses que possédait l'Iran, eh bien, elles autorisent l'Iran à en garder 6 500, donc presque le tiers, presque le tiers, comme je disais, sur les 20 000, et les 14 500 existantes, ou les 14 000 existantes qui restent, seront en principe gelées, notamment celle du site de Natanz, qui est un des grands sites nucléaires iraniens, et seront gelées pendant 10 ans qui correspond à la période d'application de cet accord. Or, quel est le problème? Ça paraît très bien. Bon, on a gelé le tiers ou les 2 tiers, et on a autorisé un tiers à fonctionner. Mais il faut savoir, pour la petite histoire, et c'est peut-être même la grande histoire, que le Pakistan, qui est une autre puissance nucléaire,
de la région. Le Pakistan a construit dans les années 90 tout son arsenal nucléaire, et aussi ses missiles, mais surtout ses bombes atomiques, avec seulement 300 centrifugeuses ancestrales à l'époque, par rapport à celles dont dispose l'Iran aujourd'hui. 6500 centrifugeuses d'aujourd'hui, c'est un potentiel hallucinant par rapport à ce qu'avait le Pakistan, et le Pakistan a pu constituer son arsenal atomique avec donc 300 centrifugeuses, c'est-à-dire moins de 20 fois moins que ce qu'on a autorisé à l'Iran. Je fais aucun commentaire parce que ça parle de soi-même. Deuxièmement, un système d'inspection internationale tout à fait ridicule. L'un des enjeux, si vous voulez, qui avait été sur la sellette pendant ces négociations et qui ont fait qu'elles ont duré pas seulement 22 mois, mais elles ont duré presque 10 ans et même plus si on remonte à l'histoire du nucléaire iranien, c'est que les grandes puissances, le P5+1, a abandonné son exigence qui était centrale pendant toute cette époque, qui était d'instaurer, en contrepartie donc de tout ce qu'il a cédé à l'Iran, d'instaurer un système d'inspection extrêmement serré, d'inspection donc de l'ONU, ou plutôt de l'agence, l'AIEA, ce qu'on appelle l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui pouvait à tout moment, sans prévenir, devait avoir un feu vert pour aller sur tous les sites, tous les endroits, nuit et jour, faire des inspections surprises. Or, c'est pour ça que ce genre d'analyse est important, parce que peut-être, à moins d'être spécialisé, les gens n'ont pas lu évidemment l'accord, et seuls certains chroniqueurs ou certains gens très curieux sont allés regarder ce qui se passait. Qu'est-ce qui a été décidé à Vienne il y a quelques mois, en juillet dernier? Eh bien, il était décidé, le P5+1 a complètement gommé ses revendications d'inspection, comment dirais-je, express et surprise, et aujourd'hui, il y a une procédure très lourde qui dure au moins 24 jours, c'est-à-dire plus de 3 semaines, lors de laquelle l'ONU, l'AIEA demande à un comité paritaire où siègent les Iraniens, et où siègent aussi les signataires donc occidentaux et des grandes puissances qui ont signé cet accord, un comité paritaire examine pendant 24 jours une requête de l'AIEA pour que des inspecteurs se rendent sur tel ou tel siège. Vous imaginez que c'est une plaisanterie, parce qu'aujourd'hui, ça s'est passé déjà auparavant, quand l'ONU avait plus ou moins, l'AIEA avait plus ou moins un certain rôle à jouer, eh bien, donner 3 semaines au moins, puisque c'est une procédure qui dure au moins 3 semaines, donner 3 semaines ou un mois à un pays aussi avisé que l'Iran pour dire, voilà, attention, nous, on va aller inspecter cet endroit-là, ça le laisse entièrement libre de déménager ou de camoufler sur place les endroits suspects, et donc de faire ce qu'il veut et de de rouler dans la farine, si vous voulez, le système d'inspection de l'ONU. Et c'est très grave ce qui s'est passé, parce que en annulant ce point, les Occidentaux ont enlevé toute crédibilité à cet accord. Alors, je ne m'étends pas, parce qu'il y aurait aussi d'autres explications à donner, comment un État aussi sophistiqué au plan technologique qu'est l'Iran peut très bien, comme je disais, camoufler, déplacer, etc. Et donc tourner en dérision des inspecteurs qui déjà à l'époque avaient été induits en erreur. Et donc ça, c'est un chapitre peu glorieux qui rentrera dans l'histoire de la capitulation occidentale et américaine surtout, on en parlera tout à l'heure d'Obama, face aux Iraniens. Troisième point, qui est le point que vous voyez sur le plan, c'est qu'il a été décidé, ça s'est concrétisé en janvier après, c'est-à-dire en janvier de cette année, mais l'accord prévoyait et a mis en acte une levée des sanctions internationales donc qui pesaient depuis des années, depuis presque 20 ans contre l'Iran, et surtout ces 15 dernières années, sans du tout demander à l'Iran de mettre fin à ses activités terroristes au plan régional. On en parlera aussi. L'Iran, en fait, il y a 200 milliards de dollars d'avoirs iraniens qui étaient gelés dans les banques ou dans les organisations internationales financières, qui étaient à la fois des avoirs pétroliers, des avoirs en tout genre, des avoirs même seulement financiers. 200 milliards de dollars ont été, si vous voulez, donc mis dans la balance. Et j'expliquerai tout à l'heure comment, bon, l'Iran a tout de suite reçu 30 millions de dollars, elle va recevoir une deuxième tranche de 90 milliards de dollars
dans les mois qui viennent, et une dernière tranche de 30 milliards sans doute dans 2 ans. Et donc on a fait un cadeau en or à l'Iran sans du tout demander en contrepartie qu'elle cesse impérativement ces activités terroristes dont on va parler, qui sont des activités très très connues. Je reviens à la carte. Tout le monde sait que depuis des années, l'Iran joue un rôle, si vous voulez, en Irak, où en fait le gouvernement qui a été installé après le retrait américain, c'est un gouvernement pro-chiite qui est pro-iranien. Et donc le gouvernement de Bagdad aujourd'hui est dans les mains de l'Iran. En Syrie, on sait quel jeu joue l'Iran avec le Hezbollah et en soutenant le régime, ce qui reste du régime Assad. Et puis il y a les menées iraniennes. Ça, c'est ce qu'on appelle, moi, la tenaille nord. Vous voyez, l'Iran, à part de l'Iran, c'est ce qu'on appelle l'axe Téhéran, que je pointe là de la flèche, Bagdad, Damas, et aussi Beyrouth, puisque le Hezbollah chiite, qui est le bras avancé de l'Iran au Liban, en fait, mène la danse et si vous voulez, c'est lui qui est au devant de la scène politique libanaise, au Parlement, en passant le renouvellement des élections présidentielles, etc. Donc ça, c'est la tenaille nord de l'Iran, mais l'Iran, au niveau terroriste, depuis très longtemps, depuis 20 ans, a une stratégie de prise en tenaille, pas seulement d'Israël, mais du monde chiite et surtout de l'Arabie saoudite, par un axe sud, qui est, si vous voulez, la majorité chiite qui existe à la petite presqu'île qu'on voit très mal ici, qui s'appelle le Bahreïn, qui est une petite presqu'île dans le détroit d'Ormuz qui joue un rôle stratégique important puisqu'elle est en face des côtes iraniennes, et aussi au Yémen, où on en parlera tout à l'heure, il y a eu une guerre civile qui a été fomentée par les Iraniens contre la majorité sunnite, qui a forcé l'Arabie saoudite à intervenir avec une alliance, d'abord une alliance au niveau des aviations avec l'Égypte et la Jordanie. Ils ont bombardé les positions chiites au Yémen en mars dernier. Et donc, en fait, une stratégie iranienne de prise en tenaille du monde chiite au nord et au sud. Et donc, en fait, quand j'en reviens au troisième point, les Occidentaux ont signé, si vous voulez, cet accord. Ils ont levé les sanctions sans demander en contrepartie que l'Iran mette fin à ses activités terroristes et ses activités j'allais dire, de subversion chiite dans toute la région. Autre point essentiel, c'est que l'Iran a obtenu la fin de l'embargo général sur les armes, dont elle était l'objet au niveau pas seulement des sanctions économiques, mais elle subissait donc un embargo sur les ventes d'armes internationales, sans qu'en contrepartie les Occidentaux exigent du régime dictatorial iranien qu'il lève, si vous voulez, un certain nombre de mesures. On a parlé de l'ouverture, de l'offensive de charme du président Rouhani, qui semblait être plus avenant, un petit peu comme Abou Mazen, qui est en complet veston par rapport à Arafat, qui était en uniforme. Tout d'un coup, le président iranien était, lui, en tenue d'ayatollah, puisque c'est un homme du clergé iranien, mais il avait un air plus sympathique à Ahmadinejad, dont certains avaient dit que dans son nom, il y avait à la fois le djihad et le nom de Haman. Haman et djihad, Ahmadinejad. Et cet Ahmadinejad, qui a été élu 2 fois président, était un type qui semblait extrémiste. Et tout d'un coup, le clergé iranien a sorti de sa besace une sorte de figure sans doute plus avenante, qui avait l'air plus intellectuelle, plus religieuse, spirituelle. Rouhani s'appelle d'ailleurs. C'est pas un hasard. Je crois que les Occidentaux se sont laissés vraiment prendre au jeu. Et ce Rouhani a, si vous voulez, sous son règne, pendant la première année de son élection, c'est-à-dire de 2014 à 2015, les records d'exécution d'opposants politiques ont été battus en Iran, avec plus de 500 personnes qui ont été soit pendues, soit lapidées, sous le régime de Rouhani, encore plus que sous le régime de Ahmadinejad. Or, c'est une grande catastrophe pour le monde libre, c'est que, et aussi évidemment pour Israël, on va en parler, c'est que les Occidentaux ont accepté de reconnaître, comme je le disais, le programme nucléaire iranien en le qualifiant de civil, en sachant très bien ce qu'il en était, mais en faisant semblant que ce soit un programme civil, sans demander qu'en contrepartie, il y ait des mesures de démocratisation du régime iranien. Donc en fait, c'est une victoire sur toute la ligne sur ce plan-là. Alors,
Autre conséquence catastrophique, puisque j'ai parlé dans cette première partie des 7 mesures négatives, et cet aspect extrêmement négatif de l'accord du 14 juillet, l'accord de Vienne, c'est, comme vous le voyez au point 5, c'est que cet accord ouvre en fait, dans toute la région, une course terrible à la prolifération nucléaire. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que l'Iran, qui donc va pouvoir, à sa manière, continuer à accumuler de l'uranium enrichi, le stocker. En fait, il y a aussi on ne va pas rentrer dans les considérations techniques, mais il y a un critère qui était important dans tout ça, et Obama a justifié cet accord de son point de vue en disant que en ralentissant le nombre de centrifugeuses qui travaillaient, etc., on allait empêcher l'Iran d'accumuler beaucoup d'uranium enrichi. D'abord, personne ne sait exactement quelle est la quantité qui a été enrichie jusque-là. Il y en a une partie qui, d'après l'accord, a été exportée, gelée, j'allais dire, vers la Russie, qui a été envoyée en paquebot, en cargo spécial vers la Russie. Mais il y a une partie qui est sans doute secrète, que l'Iran détient, et surtout quoi, le critère qui a poussé donc Obama à céder sur toute la ligne, à part des considérations géopolitiques dont on parlera, c'est qu'il a ce qu'on appelle le break point. Combien de temps il faudra à l'Iran s'il rompt l'accord, qui est censé durer 10 ans, soit après 10 ans, soit pendant ces années qui viennent, parce qu'il peut aussi, cet accord oral peut se rompre à tout moment. L'Iran, de combien de temps aura-t-il besoin pour se relancer dans la fabrication intense d'armes nucléaires? C'est-à-dire réactiver les 20 500 centrifugeuses, à tenter que, franchement, avec 6 500, il peut déjà beaucoup agir. Eh bien, d'après les services secrets américains, les agences de renseignement américaines, il faudra au moins 6 mois. Entre 6 mois et 1 an, vous voyez déjà que c'est pas la même chose. Et d'après certains autres services occidentaux et aussi le Mossad, il faudra quelques semaines à l'Iran pour refabriquer assez d'uranium, si toutefois il n'utilise pas ses réserves secrètes, mais s'il devait refabriquer d'uranium enrichi, il lui faudra quelques semaines pour arriver à fabriquer au moins plusieurs armes atomiques. D'ailleurs, l'une des choses, on ne veut pas faire du sensationnel ici, mais l'une des choses que personne ne sait, si l'Iran n'a pas déjà fabriqué des armes secrètes qu'il aurait déjà stockées, et personne ne peut démontrer le contraire. Absolument personne. Donc déjà, on fait des spéculations qui sont incroyables. Alors je parlais de prolifération nucléaire, c'est que face à ce danger qui fait qu'un pays dictatorial, qui n'est pas prêt de se réformer puisqu'il y a une police politique et une police militaire de 7 millions de gardes, un Iranien sur 10 presque, donc le régime ne va pas se démocratiser de lui-même, ne va pas être renversé par les masses. Eh bien, pourquoi ça sème la panique, surtout en Arabie Saoudite, en Jordanie même, en Égypte, tous ces pays sunnites qui voient l'Iran être reconnu comme un acteur essentiel, hégémonique au niveau du Moyen-Orient par les États-Unis et les grandes puissances, eh bien, s'apprêtent aujourd'hui, ont déjà commencé à négocier avec la Russie l'installation de centrales nucléaires à des fins civiles, comme ils disent aussi bien en Arabie Saoudite. Il y a un projet pour 2 réacteurs, 2 centrales productrices d'uranium. Officiellement, c'est pour produire de l'électricité. Même chose en Égypte, avec les Russes. Et il y a même des pays, les Émirats Arabes Unis, qui sont ici, ce triangle-là beige, s'apprête à cela. Et il y a des contacts qui sont pris par d'autres pays aussi, comme le plus petit pays du Qatar, etc. Il y a en fait un risque considérable, après cette capitulation occidentale, de prolifération nucléaire au Moyen-Orient, dans une région qui est déjà tumultueuse au possible. Tout ce qui se passe depuis un siècle dans cette région, et alors surtout depuis 5 ans, n'en parlons pas, c'est une région qui est en pleine ébullition, dans une région qui avait connu tant de guerres, dans laquelle il y a tant de conflits, et le conflit israélo-palestinien, j'en ai parlé, vraiment annexe par rapport à tout ce qui se passe depuis 5 ans. Eh bien aujourd'hui, capituler face à l'Iran en introduisant la donne nucléaire, c'est complètement irresponsable, et si vous voulez, c'est extrêmement dangereux. Je précise en ce qui concerne Israël, puisque là je ne parle pas que dans les grandes catégories de la région, c'est que déjà pour Israël, c'était déjà compliqué, on l'a bien vu au cours des 3 dernières guerres de Gaza, celle de 2008, de 2012 et de 2014, où il a fallu intervenir contre le Hamas et encore réintervenir à 3 reprises sans finir le travail pour différentes raisons que je ne peux pas analyser maintenant. Israël ayant fait le choix d'une certaine retenue.
contrairement à ce qu'ont dit les Européens. Évidemment, Israël avait les moyens, même conventionnels, de finir la guerre avec le Hamas en une journée. Mais pour des raisons géopolitiques, humanitaires et autres, et surtout internationales, bon, on a fait ce qu'on a fait sans aller plus loin. En fait, dans un certain contexte international et régional. Alors qu'on a donc les plus grandes difficultés avec l'ennemi du Hamas au sud d'Israël, que je montre ici la bande de Gaza, et aussi au nord avec le Hezbollah qui a provoqué la seconde guerre du Liban en 2006, qui a quand même fait du dégât, parce que pendant 3 semaines se sont abattus 700 missiles et roquettes de Hezbollah sur le nord d'Israël, 1,5 million d'Israéliens étaient vulnérables, alors qu'on a déjà donc on fait des efforts pour éloigner ces menaces au nord et au sud. Je pose la question, et d'ailleurs c'est une question à laquelle les Israéliens, les leaders israéliens ont répondu, parce que sur ce plan-là, il y a une certaine unanimité sur les sites politiques israéliens, afin de dire qu'il est exclu que les Iraniens se procurent l'arme nucléaire, parce que pourquoi c'est très dangereux pour Israël? C'est parce que déjà que il est déjà tellement difficile de contenir la menace du Hamas au sud et la menace surtout du Hezbollah au nord, qui est en fait liée à l'Iran de manière très directe, pas parce que seulement ce sont des sites, mais c'est parce que le Hezbollah c'est le bras avancé de l'Iran sur la frontière nord d'Israël. C'est que du jour au lendemain, si l'Iran, rompant cet accord, soit dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 10 ans, peu importe, parce qu'à l'échelle de l'histoire, il faut évidemment prévoir loin, si l'Iran devient effectivement nucléaire, à condition qu'elle ne le soit pas déjà, encore une fois, réserve, eh bien, alors que la situation est presque intenable pour Israël, on est obligé de faire des efforts immenses. Imaginez-vous, du jour au lendemain, si l'Iran fait un essai nucléaire et tout valse au niveau de l'accord, imaginez-vous la difficulté pour Israël de pouvoir faire face au Hezbollah au nord et au Hamas au sud, à partir du moment où ces 2 groupes terroristes qui ont déjà fait malheureusement leurs preuves contre nous, eh bien, seront placés sous le parapluie nucléaire iranien. Ça change complètement du jour au lendemain la donne. On n'a pas affaire à des groupes qui manient des roquettes et qui peut-être envoient des centaines ou des milliers de roquettes même, ou des missiles, déjà difficiles à supporter. Mais en plus, ils sont dorénavant, si l'Iran officialise donc la détention d'armes nucléaires, et il parvient officiellement, ils sont sous le parapluie nucléaire iranien. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc pour Israël, on comprend que cette menace, après l'accord du 14 juillet dernier, Israël a dénoncé cet accord en disant que, en ce qui le concerne, il restait extrêmement vigilant, parce que pour Jérusalem, pour le gouvernement, ou pour tous les partis politiques responsables israéliens, il n'est pas question qu'un pays, c'est l'équation de Pérez dont j'ai parlé tout à l'heure, un pays dictatorial, totalitaire, qui d'ailleurs fait ce qu'il fait à ses propres opposants, qui dispose d'armes d'explosion massive et de missiles, surtout pour les lancer. Je signale d'ailleurs que l'accord, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi malheureusement dans cette ligne de capitulation totale, l'accord du 14 juillet dernier n'a pas empêché, n'a pas interdit, ralenti en quoi que ce soit le programme de fabrication de missiles balistiques iraniens permettant de charrier les charges nucléaires. Ils ont toute une gamme de missiles à partir de prototypes de la Corée du Nord qui ont déjà été expérimentés et qui ont été adaptés, des missiles qui peuvent, à partir de tout point du territoire iranien, atteindre tout point de la région, et aussi en Turquie, et même ils sont en train de fabriquer des missiles balistiques de portée moyenne, parce que si vous voulez, tout ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est courte et moyenne portée, et des missiles de moyenne et plus longue portée qui pourront atteindre l'Europe du jour au lendemain. Et donc, en fait, l'Iran, il faut bien comprendre, et on en parlera en conclusion, qui s'approche, c'est que l'Iran a des visées hégémoniques sur la région, des visées même impériales sur la région, mais aussi au niveau mondial. L'une des phrases clés de Ahmadinejad pendant ses 7 ans de présidence, c'était de dire sans cesse, il introduisait ou concluait ses discours en disant cette phrase: « Nous sommes le soleil levant et vous êtes le soleil couchant ». Qu'est-ce que ça voulait dire dans l'imagerie chiite? C'est que la grande Perse impériale de l'époque de Cyrus est en train de renaître, elle va avoir son arme atomique, et nous sommes la civilisation montante, le soleil levant, et vous, c'est-à-dire les Occidentaux,
le petit Satan, comme ils disaient dans leur phraséologie, qui est Israël, mais surtout le grand Satan américain. Vous êtes le soleil couchant, vous êtes la civilisation décadente, déclinante, mais c'est nous qui assumons, nous, je parle à la place des Iraniens, nous sommes la civilisation montante et vous êtes la civilisation décadente. Et donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les Iraniens ont une vue, si vous voulez, une visée sur, comment dirais-je, sur la suite, si vous voulez, de l'histoire, c'est-à-dire d'être hégémonique. Là, je n'arrive plus à changer les documents, mais bon, on va y arriver. À être donc hégémonique au plan mondial. Ça paraît très lointain, mais c'est en tout cas leur intention. Alors, c'est ce que je disais, le point 6, on l'a presque fait, en capitulant, comme ils l'ont fait à Vienne, les puissances occidentales et la Chine et la Russie qui se sont ajoutées à elles ont donné leur feu vert à l'application, à la mise en place de l'hégémonie régionale iranienne. Il faut comprendre, c'est lié au 7e point, l'abandon américain et européen d'Israël, c'est que l'administration Obama, au début des bouleversements ce qu'on appelait les printemps arabes, avait misé sur les frères musulmans en Égypte pour être un peu la solution prototype qui allait pouvoir s'appliquer dans les autres pays face à tous ces bouleversements. Et en fait, s'apercevant que ça marchait pas, puisqu'après 1 an et demi au pouvoir, les frères musulmans égyptiens ont dû, si vous voulez, fuir le pouvoir. Ils ont été chassés par à la fois les masses égyptiennes et aussi par l'armée. Eh bien, comme je l'ai expliqué, Obama a changé complètement en quelques semaines, et voyant que cette formule ne marchait pas, il a tout d'un coup opté pour un soutien et disons une ouverture vis-à-vis de Téhéran, pour des raisons très complexes, mais l'une des raisons fondamentales, c'est que d'ailleurs, à part Obama, même les décideurs américains qui aujourd'hui veulent se désinvestir du Moyen-Orient parce qu'ils n'ont plus besoin du pétrole saoudien, il y a du pétrole schisteux aux États-Unis qui va être sur place, qui coûtait cher à exploiter jusqu'à maintenant, mais qui va être accessible sous peu. Et donc, en fait, dans quelques années, les Américains, au pire une demi-décennie, seront indépendants du pétrole moyen-oriental. Et donc, ils n'ont plus besoin d'être le gendarme du Moyen-Orient. Donc, en fait, ils ont un plan de désengagement. Et toute puissance qui assurait l'ordre dans cette région, qu'est-ce qu'elle se dit? Mais par qui je vais pouvoir remplacer mon départ? Eh bien, les Américains et les décideurs américains, et ça c'est malheureusement au-delà d'Obama, ont opté pour une alliance historique avec le régime iranien. Et c'est pourquoi il y a eu cet accord du 14 juillet dernier, parce que ils ont décidé de faire de Téhéran, si vous voulez, la puissance régionale de remplacement qui organise l'ordre moyen-oriental. Ce qui a complètement sidéré les Saoudiens, complètement affolé les Égyptiens, qui se tournent d'ailleurs ensemble vers la Russie et vers la Chine, maintenant à la fois au niveau des armes et au niveau économique, mais du pétrole pour leurs exportations. Mais si vous voulez, le fait est que c'était un choix stratégique fait par les États-Unis au-delà de la personnalité chaotique et complexe d'Obama. Et donc, si vous voulez, conclusion, c'est le 7e point, et on a affaire à un abandon américain européen d'Israël, parce que là, comme j'ai justement parlé assez peu d'Israël, bien que nous, on sait à quoi s'en tenir avec les Iraniens, on sait que pour eux, tout est possible. Si vous voulez, quand je disais tout à l'heure que le danger, c'était un danger, je vais pas employer le mot, mais un danger presque suicidaire, quand je parlais de vision messianique de l'islam chiite, c'est que ils sont prêts, si vous voulez, de la même manière qu'il existe une mentalité intégriste qui fait qu'un pour la bonne cause, un Palestinien se fait exploser et même pour tuer des Juifs, est prêt à tuer d'autres Palestiniens, et bien à l'échelle d'un régime totalitaire, et c'est en cela que Pérez a été visionnaire à l'époque, le danger de l'intégrisme chiite islamique, c'est que à l'échelle d'un État, même s'ils ont l'air pondérés et très polissés, les dirigeants iraniens, à un certain moment de l'histoire, à un certain moment de l'accélération des événements, pourraient décider de commettre des actes délirants. Il y a un ayatollah qui fait partie aujourd'hui du clergé modéré par rapport à Rouhani, qui s'appelle Ghassan Jani, qui était président de l'Iran dans les années 90. Il a déclaré le jour d'un grand rassemblement chiite que le jour où le pays islamique, c'est-à-dire l'Iran, il y aurait une bombe atomique islamique, eh bien, il pourrait s'en servir en une seule fois pour détruire le petit Satan israélien et pour, en même temps, avait-il dit, bien sûr, ça nous coûtera beaucoup, ça coûtera beaucoup, mais il avait répété, il avait dit, le monde arabe est tellement vaste
et on a tellement de ressources que ce sera un sacrifice que peut-être on pourra faire. Donc vous voyez cette phraséologie suicidaire qui est ancrée dans la mentalité de certains des dirigeants du clergé conservateur iranien, eh bien en fait c'est une réalité qu'il faut savoir lire, et c'est ça qui inquiète Israël. Alors, et il est d'autant plus surprenant justement d'avoir vu les États-Unis et l'Europe abandonner complètement Israël en signant cet accord. Alors ce qu'on va peut-être faire maintenant, et peut-être sans se livrer, je peux en quelques minutes vous dire, et je crois que vous l'avez compris, que cet accord en fait consacre les rêves hégémoniques iraniens. J'ai ici tout de suite mis une photo un peu qui a l'air de n'avoir rien à faire avec notre sujet, qui est pourtant très très directement lié. C'est que quelques semaines après, enfin quelques mois plutôt après, comment dirais-je, la signature de cet accord, il y a eu, pour bien montrer les intentions iraniennes, il y a eu une humiliation considérable qui a été faite des Marines américains qui patrouillaient dans le détroit d'Ormuz, dont on parlait tout à l'heure. Une vedette américaine rapide, qui était une vedette très fortement armée, si vous voulez, avec beaucoup de moyens de guerre, a été arraisonnée par deux petits canaux pneumatiques des gardes révolutionnaires iraniens qui ont menacé par radio de déclencher quasiment une troisième guerre mondiale. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que ils ont menacé, si cette vedette, si les Américains ne se rendaient pas à eux, ils ont menacé de tirer des missiles sur un grand bâtiment américain, l'un des porte-avions américains qui était dans le détroit d'Ormuz. Et comment dirais-je, ça s'est passé très très rapidement. Les marins qui étaient, vous voyez, on voit que c'est un très gros bateau, cette vedette, qui était armé, qui aurait pu en quelques secondes annihiler ces deux bateaux pneumatiques ultra rapides, mais complètement légers au plan d'armement qu'avaient les gardes révolutionnaires iraniens. Et en fait, le capitaine, parce qu'on a pu savoir, le capitaine de ce vaisseau donc américain s'est mis en rapport avec l'état-major. L'état-major a tout de suite vu qu'il y avait un risque de conflagration, pardon, et Obama en personne a donné l'ordre de ne pas riposter et de laisser les gardes révolutionnaires faire une opération médiatique retransmise presque en direct par la télé iranienne, de la capture des soldats américains, des marines américains qu'on voit ici, qui ont été humiliés, mis à genoux, etc., pour montrer en fait aux Iraniens que non seulement ils avaient décroché un accord sur le nucléaire, mais qu'en plus ils n'avaient pas peur du grand Satan américain. Et Obama, c'était juste en janvier, cet événement a lieu le jour même, dans la nuit du 18 au 19 janvier aux États-Unis, le jour même où Obama décrète, pas seulement Obama, en fait, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'ONU décident de lever définitivement les sanctions dans le sillage de l'accord. C'est-à-dire, c'était pas un hasard, c'était une opération montée d'avance pour humilier les Américains et montrer que non seulement ils avaient eu le beurre, mais aussi l'argent du beurre. Le beurre, c'était l'accord, et l'argent du beurre, c'est l'argent de la levée des sanctions. Et on le fait en faisant cette humiliation qui est tout de même considérable. Les Américains ont vu ces images et se sont tirés les cheveux, et même certains stratèges américains. Non seulement Obama a fait des erreurs, mais c'est pas des erreurs à ce niveau-là, c'est une stratégie spéciale très très complexe d'abandon du Moyen-Orient, d'abandon d'Israël, d'abandon même de la présence américaine dans la région. Autre photo, si je n'ai pas besoin de vous dire, bon là on a une photo de l'ayatollah Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution iranienne, qui a fait des déclarations au même moment en disant que non seulement ils avaient remporté, comme c'est écrit en anglais ici, la victoire de cet accord du 14 juillet de l'an dernier, mais que la résistance chiite, la résistance, c'est-à-dire le terrorisme à l'échelle régionale, continuerait à tous les niveaux. Et puis, il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, 7,5 millions de gardes révolutionnaires iraniens qui, en fait, vont être les premiers à bénéficier de l'argent du retour des avoirs iraniens pour se moderniser, pour décupler leurs actions, et ils représentent aussi un pouvoir économique, parce que 7,5 millions
une milice de 7,5 millions de personnes, c'est un peu comme l'armée égyptienne, les Avdil, qui a des fabriques, qui a des usines. Là, en Égypte, l'armée, c'est elle qui fabrique et qui distribue le pain aux Égyptiens. Eh bien, en Iran, les gardes révolutionnaires jouent aussi un rôle économique qui va être renforcé grâce à l'argent des sanctions. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Et vous voyez, ce président Rouhani, la main sur le cœur, dans un salut oriental, a complètement séduit les Occidentaux. Et on voit quelle ambiguïté il y a dans cette posture. En fait, ici, on a le représentant, le cheikh Abdel Al-Jubeir, qui est le ministre des Affaires étrangères saoudien, qui a tapé du poing sur la table, non seulement en envoyant son aviation au Yémen pour lutter contre les agents Houthis, la minorité chiite iranienne, mais aussi il y a eu des tensions ce printemps, il y a quelques mois aussi, qui a fait savoir qu'il n'accepterait pas, sans riposte, l'accès des Iraniens au nucléaire. Et donc, on est dans une conjoncture, si vous voulez, terrible. Ça s'est trouvé confirmé tout ce que nous avons vu par cette décision du 19 janvier de l'ONU et de l'AIEA qui a dit que, en fait, l'AIEA a déclaré l'Iran est en parfaite complétude avec les exigences de l'accord du 14 juillet, et donc on peut lever les sanctions. Les sanctions commençaient à être levées, et cet accord a été appliqué presque à la lettre jusqu'à maintenant. Alors, en conclusion, on est, si vous voulez, tout de même face à une épine qui va pas s'enlever, qui va pas être supprimée du jour au lendemain. On a affaire à une épée de Damoclès qui plane sur toute la région et sur Israël, entre autres. Encore que tout le monde le sait, les Saoudiens, et dans une moindre mesure les Égyptiens, mais surtout les Saoudiens, tremblent beaucoup plus parce que eux sont vulnérables. Israël a des moyens de se défendre, que ce soit par une attaque préemptive, une attaque qui peut être d'ailleurs une attaque conventionnelle ou une attaque cybernétique. Il y a toutes sortes de scénarios qui existent, mais la position israélienne, pour résumer, est la suivante, c'est que jusque-là, Israël a demandé que les sanctions internationales soient maintenues. Du moment que cet accord a levé les sanctions et que donc la porte est ouverte vers l'inconnu, c'est-à-dire qu'un pays totalitaire dispose de l'arme nucléaire et soit prêt à s'en servir à des fins géopolitiques et messianiques religieuses, c'est une donnée très dangereuse dans la région. Et Israël, qui lit la carte à sa manière, sait très bien qu'il ne peut compter que sur lui-même. Et les gouvernements israéliens de ces dernières années, de ces 2 dernières décennies, ont toujours dit que on se rangeait aux sanctions internationales et on s'appuyait sur les actions menées par la communauté internationale. Mais comme cette communauté internationale vient de capituler devant l'Iran il y a moins d'1 an, aujourd'hui on est au bord non pas du gouffre, mais on est devant un trou noir. Parce que rien ne changera en Iran. Le fait que ce régime va recevoir des milliards de dollars, ça va au contraire le conforter, le renforcer face à ses opposants. Il n'y aura pas de démocratisation interne, il n'y aura pas d'une voie libérale progressive vers un changement en Iran, ce que la CIA avait imaginé il y a 20 ans, mais qu'elle a constaté qu'elle ne pouvait pas provoquer, donc encore moins maintenant. Il n'y aura pas de changement progressif, il y a des chiens de garde du régime, je répète, 7,5 millions de gardes révolutionnaires. Et donc, à un certain moment, soit si vous voulez, c'est comme avec l'islam, soit les puissances qui ont déjà capitulé continueront de faire comme si et se courberont devant les exigences iraniennes. À partir du moment où ça grippera, eh ben les Iraniens reprendront leurs billes et puis fabriqueront ouvertement à grande vitesse leurs bombes atomiques. De toute manière, l'Iran sera une puissance atomique. À partir du moment où ce processus est engagé et devient flagrant, Israël a toujours fait savoir que une fois les voies diplomatiques internationales épuisées, et c'est le cas maintenant, c'est pour ça que je dis qu'on est devant un trou noir. Depuis 10 mois, enfin 9 mois que cet accord a été signé, on est vraiment devant une inconnue, puisque rien ne fera revenir en arrière Washington ni Moscou.
sauf vraiment des violations flagrantes dont on ne voit pas comment elles pourraient être, disons, affichées. Les Iraniens sont très forts pour dissimuler leurs coups. D'ailleurs, il faut savoir que dans leur civilisation, où ils ont, au niveau diplomatique, au niveau même, ils ont compté parmi les, non pas les inventeurs, mais les propagateurs du jeu d'échecs. Ils ont en fait, dans toute cette affaire, si on voit les choses sur 20 ans, ils ont 2, 3, 4, 5 coups d'avance d'échecs par rapport à la communauté internationale et aux Occidentaux. Ils sont très très habiles. Et face à cela, Israël, en fait, a fait savoir que, à partir du moment où ses services secrets, ses renseignements, corroboraient le fait que oui, l'Iran est une puissance nucléaire, est en passe de le devenir, eh bien, Israël s'est réservé le droit d'agir tout seul. Seul, ça ne veut pas dire, comme avec aux Irak, d'aller bombarder, il y a 22 centrales nucléaires, 22 lieux nucléaires, structures nucléaires iraniennes. C'est extrêmement difficile de tout toucher en même temps, surtout si on n'a pas l'accord des Américains. Et donc, il y a des scénarios du 21e siècle, et on m'avait posé la question lorsque j'avais, puisque la tension en Iran, elle existe depuis des mois et des mois. L'an dernier, j'étais à Paris alors que la tension était déjà à son comble après l'accord du 14 juillet, et on m'avait dit, mais alors est-ce qu'on va vers un affrontement? J'avais dit, eh ben, on risque d'être surpris, les Israéliens risquent d'arriver là où on ne les attend pas. Parce que c'est toujours comme ça. Nous aussi, on a nos coups d'avance, Dieu soit loué. Et j'avais simplement dit, sans me prendre pour Orwell et sans faire trop de sous-entendus, que il se peut que si affrontement il devrait y avoir un jour avec l'Iran, ben, ce soit la première guerre cybernétique totale du 21e siècle. Il faut savoir ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire une guerre sans avions, et sans soldats, et causer des destructions importantes à l'infrastructure et paralyser totalement un pays, voire le faire revenir à l'âge médiéval, par des interventions cybernétiques qui tuent beaucoup moins de populations civiles, mais qui écroulent les superstructures d'un État. Alors il est vrai que les Iraniens se préparent à ça et qu'ils ont des contre-mesures, mais on ne va pas rentrer dans une science-fiction. Voilà, si vous voulez, en quoi la menace iranienne est extrêmement prégnante, et elle l'est plus que jamais, parce que ce sont eux qui tiennent, comme on dit, le manche de l'outil. Et les grandes puissances, en fait, n'y ont vu que du feu, soit parce qu'elles l'ont bien voulu, confère à Obama avec son retrait du Moyen-Orient, et les autres, c'est très simple, l'Europe. La Russie, c'est parce que c'est elle qui va remplacer au niveau des armements le rôle que jouaient les Américains jusque-là, et l'Europe parce que tout simplement Téhéran, c'est un marché l'Iran, c'est un marché de 85 millions d'habitants. À peine l'accord de Lausanne qui a précédé l'accord de Vienne, qui était signé à Pessard, je crois, en avril, avant l'accord final de juillet. Déjà entre avril et juillet dernier, des centaines, voire des milliers d'hommes d'affaires européens accouraient à Téhéran pour signer des contrats industriels et autres avec les grandes entreprises iraniennes pour simplement faire du business. Donc on connaît la veulerie et l'aveuglement européen, et c'est une chose qui ne fera que continuer jusqu'à un point d'interrogation. Et comme le disait le prophète Bilam en regardant le camp d'Israël, et en disant ce fameux verset, Am levado ishkon ve bagoim lo yitrashev, ce peuple, en parlant d'Israël, va traverser l'histoire solitaire et ne se mélangera pas aux nations. Et le fait est que on peut tenir gré à nos dirigeants, quelles que soient leurs limites par ailleurs, et les limites qui leur sont imposées souvent. On peut leur être gré d'être assez conscients qu'en cette matière, pour la survie d'Israël, la lucidité et l'indépendance de décision de Jérusalem est indispensable face aux capitulations européennes et américaines et à la veulerie européenne pour que Israël puisse prendre les devants et défendre son existence. Alors je crois que bon, j'ai dit l'essentiel, mais s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Tout d'abord, Richard, je voudrais te dire un grand merci parce que ce dossier iranien, on en a parlé pendant beaucoup, surtout au moment des accords, mais c'est vraiment la première fois que j'ai compris clairement qu'est-ce qu'il y avait dedans et quelles sont les conséquences. Donc, merci beaucoup tout d'abord pour cet éclaircissement. Moi, j'ai des questions, mais je suis certain qu'au vu de ce que tu as dit, que certaines autres personnes ont des questions, donc je laisse la parole aux participants. Moi, j'aurais une question concernant les intérêts que les États-Unis ont à lâcher, que ce soit Israël ou la région. Sur le plan géostratégique, ça ne s'explique pas véritablement.
Et dans son rapport à l'Europe, on peut y voir une certaine cohérence. Après, l'Europe elle-même est quand même empêtrée dans un islam qui est plutôt, qui n'est pas chiite. Et du coup, je comprends pas très bien quel pourrait bien être, à part l'intérêt évidemment économique, qui reste malgré tout relativement important mais restreint avec l'Iran. Son intérêt géopolitique et géostratégique, je ne le comprends pas très bien. Tu peux m'éclairer? Oui, alors j'apprécie la question parce que ça me permet de justement d'approfondir. Sur un sujet aussi complexe, sophistiqué, avoir 40, 50 minutes, même 1 heure pour parler, c'est vraiment ce que j'appelle la ligne de crête, c'est très, très superficiel. Alors merci pour la question. Alors en fait, il faut savoir, c'est vrai que moi, en tant que disons, observateur moyen-oriental, ça fait 30 ans que je suis dans la région, je ne considère pas que, comme avait dit Marx en son temps, c'est l'existence qui possède la conscience. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, c'est pas l'économie, l'existence, bien qu'en hébreu, milchama, ça vient du mot lechem. La guerre, ça a toujours un rapport avec le pain, c'est-à-dire avec l'économie. Donc il y a un aspect juste, mais je pense que c'est incomplet. On ne peut pas seulement expliquer le retrait progressif américain par le fait qu'ils ont du pétrole schisteux et qu'ils vont se désinvestir. Il y a quelque chose de plus idéologique qui tient l'administration Obama, mais plus généralement à la séduction très subtile qu'opère un régime comme le régime iranien, je vais m'expliquer là-dessus un peu plus en détail, auprès des élites occidentales. C'est quoi? C'est que, justement, je le disais tout à l'heure, le régime iranien, c'est un régime, d'accord, musulman, mais qui est indo-européen. Et déjà que les Occidentaux, depuis plus d'un siècle, le Quai d'Orsay, la France, les pays européens surtout, ont été séduits par l'Orient. L'Orient, ça a toujours été un lieu de séduction. La ligne politique du Quai d'Orsay, c'est justement pas seulement la question pétrolière française, c'est pas seulement pour des intérêts pétroliers, comme ce serait maintenant le cas avec les Américains, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des civilisations beaucoup plus complexe. C'est qu'il y a une séduction d'autant plus forte dans le cas de l'Iran chiite, que c'est un pays indo-européen, qui est donc un pays de culture, si vous voulez, complexe, un pays de grande culture, parce que bon, Israël considère que le régime iranien est son ennemi, mais pas le peuple iranien, parce que c'est un peuple qui a une histoire, qui représente si vous voulez, une des nations du monde, les 70 nations, même si son régime, lui, ferait penser à un régime d'Amalek, qui est donc, mais le peuple iranien, c'est autre chose. Et donc, auprès des Européens, il y a quelque chose qui s'opère, et je vais vous expliquer, je l'ai remarqué lorsque cette fameuse, la présidente de la diplomatie européenne, qui a mené les négociations pour l'Union européenne, et qui est, si vous voulez, qui est une Italienne en fait, le nom va me revenir, Morigini, voilà, celle qui s'est mise à pleurer le soir, au soir de l'attentat de Bruxelles. Elle était en présence d'ailleurs à ses côtés à Bruxelles du ministre des Affaires étrangères jordanien. Elle était en conférence de presse et puis elle a dû réagir à ce qui s'était passé. Elle s'est mise à pleurer en plein discours en disant que c'était une journée très difficile pour l'Europe, parce qu'évidemment elle était frappée en plein Bruxelles. Et puis elle s'est mise à pleurer vraiment presque à ne plus pouvoir retenir ses sanglots. Et moi j'ai écrit le lendemain un texte, gens qui rient, gens qui pleurent, parce que cette même personne qui pleurait au soir de l'attaque terrible de Bruxelles n'a pas arrêté de rire jusqu'à en perdre son contrôle lors de la cérémonie de présentation de l'accord du deal du 14 juillet. Elle ne faisait que rire, sourire avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Et moi, j'ai relevé ce soir-là, en 14 juillet, je dis, mais c'est pas possible, il y a une séduction double qui s'opère par les Iraniens, à la fois parce qu'il s'agit d'un peuple d'Orient, puisque bon, en plein Moyen-Orient, mais aussi parce qu'il s'agit d'un peuple indo-européen qui a une grande classe au niveau si vous voulez, la manière de présenter les choses, qui a une grande intelligence formelle et qui a complètement séduit et les Européens et aussi les Américains. Et je m'explique, c'est pas seulement séduit dans les réunions parce que ça c'est quoi, ça représente un petit comité, mais c'est parce que l'entourage d'Obama avait dit, sans du tout parler du pétrole schisteux, il avait dit que les États-Unis avaient besoin de s'appuyer sur l'Iran pour assurer le nouvel ordre régional du Moyen-Orient.
et que justement l'Iran, malgré ses défauts d'un pays totalitaire, etc., représentait une puissance sérieuse qui pouvait assumer des responsabilités à l'échelle régionale et à l'échelle diplomatique, et c'était une capitale, Téhéran, sur laquelle on pouvait compter au niveau de son engagement, tout intérêt bien réciproque, bien compris, mais sur laquelle on pouvait compter pour assumer une partie du maintien de l'ordre régional. Et donc en fait, Obama s'est donné prétexte, sans doute séduit par sa propre idéologie pacifiste, gauchiste, de la culpabilité américaine, de l'époque impérialiste américaine, etc., tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire tout ce qu'il a véhiculé. En fait, tout d'un coup, d'accord, le régime iranien, il a ses travers, a pensé Obama et son entourage, mais c'est un régime sur lequel on peut s'appuyer parce que eux, ils savent tenir leurs engagements, même si c'est pour leurs intérêts. En fait, leurs intérêts convergent avec les nôtres. Parce que, justement, l'islam chiite, c'est une arme contre l'islam sunnite et contre l'État islamique. Il ne faut pas oublier que, justement, Obama dirige une coalition de 60 États musulmans et occidentaux censés agir, je ne parle même pas des Russes qui ont agi à leur manière beaucoup plus efficacement, mais censés agir contre l'État islamique, une coalition qui a vu le jour en 2014, et donc un des alliés objectifs des États-Unis dans cette coalition, c'est évidemment l'Iran qui combat l'État islamique en tant que force sunnite. Donc justement, le fait qu'il y a un islam montant en Europe qui est sunnite, le fait que justement les États-Unis s'allient avec sans doute séduit à différents niveaux, parce que c'est des choses socio-psychologiques qui sont difficiles à démontrer, mais ça joue au niveau des civilisations. Que les États-Unis s'allient avec un pays chiite, c'est parce que ça permet aussi d'épurer, si vous voulez, le danger sunnite, si ce n'est en Europe, tout du moins au Moyen-Orient, pour lutter contre le grand califat. Parce que d'après toutes les analyses qu'on fait, j'en ai parlé la fois dernière, aujourd'hui l'État islamique est en très mauvaise posture. Il a même des attitudes désespérado, on parle il a utilisé les armes chimiques contre les Kurdes, et il menace, soi-disant, Israël et la Jordanie d'utiliser des armes chimiques, qui ne s'avise pas de faire ce pas-là, parce que là, on aurait affaire à une réplique cataclysmique de la part d'Israël, notamment contre ces hordes sunnites. Mais si vous voulez, le fait est que les États-Unis ont leur propre tactique et stratégie auprès de l'Iran contre le monde sunnite. Et il y a aussi cette séduction dont on va ne pas parler parce que je crois que ça joue énormément. Les Iraniens ont deux avantages, ce sont des orientaux, entre guillemets, mais des indo-européens aussi, qui savent, qui ont deux ou trois tours d'avance, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du jeu d'échecs international par rapport aux Américains, aux Européens, et ils les tiennent dans leurs mains. Et donc, si vous voulez, j'avais posé la question, c'est peut-être une manière de vous répondre aussi, il y a quelques années, quand on a commencé à voir les erreurs d'Obama, ce que j'avais appelé dans certains articles des erreurs. Il avait renoncé vis-à-vis de la Corée du Sud, il avait renoncé aussi à protéger par les missiles de l'OTAN la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, ou la Tchéquie, et qui avait reçu les promesses, si vous voulez, de Bush, d'être protégés par les missiles de l'OTAN. Or, Poutine, Mendeleev d'une part et Poutine ensuite, ont tapé du poing sur la table, ont dit à Obama, si tu tiens cette promesse de Bush, nous on arrête le désarmement et on continue, on fait une folle course aux armements nucléaires. Eh bien, Obama, dans son idéologie, il a accepté ce marché, il n'a pas tenu sa promesse vis-à-vis de ce pays de l'Est qui sont maintenant occidentaux. Et ça a été une catastrophe. Donc, on a pointé comme ça, ici et là, différentes attitudes d'Obama qu'on a qualifiées à tort au début d'erreur. Et lorsqu'un jour, je me suis retrouvé, si vous voulez, en présence d'un ami à moi qui est un juif français qui travaille au CNRS, qui s'appelle Gérard Rabinovitch, qui a écrit plusieurs recherches sur différents points, je lui ai dit que finalement on s'était aperçu très vite qu'Obama ne faisait pas des erreurs, mais que c'était une politique concertée. Et je lui ai posé la question, mais comment tu expliques, alors comment expliquer que au bout d'un an, 2 ans, alors que son attitude met en jeu les intérêts américains, parce que la politique d'Obama est dangereuse pour les États-Unis même, et pour les intérêts bien compris des États-Unis au niveau justement, vous disiez, géopolitique, régional et européen et mondial. Comment se fait-il qu'il n'a pas été arrêté, qu'on l'a pas empêché? Je ne parle même pas de la procédure d'impeachment, parce qu'il était impensable de voir que le premier président noir des États-Unis allait être déposé. C'était impensable pour des raisons politiques, sociologiques et d'image des États-Unis. Mais qu'au moins les corps constitués, c'est-à-dire
ceux qui décident aux États-Unis, c'est pas que le président, il y a l'aéropage de la CIA, il y a le Pentagone, il y a tout l'appareil de défense et des vrais décideurs des États-Unis. Comment ces gens-là n'ont pas ralenti Obama dans sa course folle? Eh bien, la réponse qui m'a été faite et qui m'a stupéfaite, parce qu'il s'avérait par hasard qu'il n'en est pas un, que la belle-sœur de ce chercheur du CNRS était la secrétaire particulière, l'assistance particulière du vice-président américain, Joe Biden, qui a sorti les inepties qu'on a entendues la semaine dernière contre Israël. Eh bien, son assistante, auquel mon ami, donc, Rabinowitz, avait posé la question, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis qu'on accepte cette politique? Il a répondu, cette assistante lui a répondu la chose suivante. Ça, c'est un scoop, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà écrit, c'est plus un scoop, mais il lui a dit, mais sachez une chose, vous vous trompez complètement. Depuis le jour où Obama est entré à la Maison-Blanche, connaissant son passé et ses affinités, et son idéologie, ultra-pacifiste, ultra-gauchiste, les corps constitués dont vous parlez n'ont pas arrêté de le brimer, de le stopper et de le tenir en laisse. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, et il y a eu plein d'erreurs et plein de choses qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont des catastrophes pour les États-Unis et le monde libre, dont cet accord, si vous voulez, ça a été en fait ce qu'il a fallu concéder à Obama, mais justement, ces corps constitués américains n'ont pas arrêté de le tenir en laisse. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait si ça n'avait pas été le cas? C'est-à-dire qu'on a affaire vraiment à un phénomène extrêmement dangereux dont je crois qu'à Jérusalem, et pas seulement à Jérusalem, à Riyad et aussi bien qu'au Caire et à Amman, et évidemment à Jérusalem, on compte les jours qui nous séparent de la fin de son mandat, parce qu'on a affaire vraiment à une administration, 8 ans d'administration américaine qui ont mené, qui ont enfoncé le monde occidental dans une nuit encore plus noire que celle qu'on voyait venir. Et donc les jours d'Obama en tant que président sont comptés, c'est une bonne chose, mais il n'a pas encore craché tout son venin. Je crois qu'il y a une opération qui est préparée. Il se peut que le veto américain ne soit pas brandi contre les résolutions palestiniennes à l'ONU. On n'a pas encore tout vu avec Obama. Mais si vous voulez, encore une fois, je vous ai répondu longuement, mais il faut comprendre que c'est à plusieurs étages. Là, c'est pas que de l'économie, c'est aussi de la séduction civilisationnelle, fantasmatique d'ailleurs dans ce cas-là, et c'est aussi une stratégie alambiquée de s'appuyer sur des chiites contre des sunnites. Mais on verra jusqu'où tout cela pourra nous mener. D'ailleurs, je voudrais dire une dernière chose avant qu'il y ait une autre question peut-être, avant de nous séparer, c'est que je ne vous ai pas cité ce document, mais j'ai un document ici d'un think tank, d'un groupe de réflexion américain, de stratèges américains, qui dans les semaines qui ont suivi l'accord sur le nucléaire, ont établi un tableau sur 20 pages avec donc une quinzaine de sujets, pour savoir qui était gagnant, qui était perdant. C'est une méthode américaine bien connue. Qui est-ce qui a gagné sur tel et tel aspect de la négociation? Alors, les sanctions, les inspections, la fabrication des missiles, la démocratisation du régime iranien, tous les critères dont on a parlé et qui sont très nombreux. Il y a à peu près une 15-18aine de lignes sur ce tableau. Eh bien, si vous voulez avoir le score établi par ce think tank, même s'il est évidemment, on va dire oui, mais ils sont anti-Obama, etc. En fait, c'est du 18-2. 18-2. Il y avait 20 critères, maintenant je m'en souviens. Les Iraniens ont marqué 18 buts dans cet accord, et les puissances occidentales seulement 2 buts. Ils se sont fait écraser, ils ont capitulé par un score de 18-2. Vous voyez dans quelle situation on est. Merci beaucoup, Richard. À t'écouter, c'était intéressant parce que on dirait un retour aux sources ariennes de l'Occident qui se rapproche de sa source arienne. Merci. Absolument. D'ailleurs, je me souviens d'un cours qui avait été donné par le Rabinowitz sur ce sujet en disant que de la même manière qu'Israël, du côté de la Kedusha, revenait à ses valeurs, eh bien, malheureusement, le peuple iranien qui a été pris en otage par cette clique du clergé chiite
si vous voulez, en fait, s'apparente à Amalek parce que et à Aman, parce que c'est un retour, disons, à l'Empire perse. Je n'ai pas pu le citer, mais il y a des citations explicites des dirigeants iraniens qui disent qu'aujourd'hui, pas les plus connus, mais les soufis, en fait, qui font la politique sur place, qui disent que oui, l'Iran revient à l'Empire perse de Cyrus, et ce sont ses objectifs. Et le Rabinowitz avait dit, voyez, du côté de la Touma aussi, du côté des forces de destruction, il y a des forces de mort, il y a aussi un retour qui séduit l'Europe et les valeurs indo-européennes de l'Europe, ariennes de l'Europe. Et on sait ça, c'est une chose connue, que dans les premiers temps du régime iranien, après la révolution iranienne islamique de 1979, il y a plusieurs, plusieurs idéologues venus de Berlin, qui étaient des néofascistes, qui ont aidé le régime de Khomeini à l'époque, de l'ayatollah, fameux ayatollah qui avait été d'ailleurs hébergé en France, à Neauphle-le-Château, à mettre en place son système totalitaire. Et on retrouve cette fascination. Je crois que c'était important de le dire. Marco, c'est à toi. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je suis rentré dans la conférence un peu en retard. Mais en tout cas, je vous remercie énormément de tous vos arguments. J'ai quand même une question. Aussi bien que l'on sort de Pessar et on se demande, on connaît la réponse, pourquoi Bourou nous a fait rentrer en Égypte pour nous faire sortir après. Pourquoi les Occidentaux ont signé des sanctions contre l'Iran pour après arriver à cette capitulation 18-2 au bout de quelques années. Les intérêts étaient toujours là, aussi bien économiques que peut-être idéologiques ou de séduction, telle que vous nous avez peut-être très bien éclairé. Alors pourquoi cette unanimité en principe pour après arriver au bout de chemin à ce qu'on est en train de voir maintenant? Écoutez, c'est parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. En fait, les Iraniens ont gagné le bras de fer qu'ils ont engagé depuis 20 ans avec l'Occident et avec les grandes puissances. Ils ont gagné ce bras de fer. Bon, les Russes et les Chinois, ils ont joué un rôle de soutien aux Iraniens pour des raisons anti-américaines et des raisons géopolitiques, mais je parle des États-Unis et les Européens. Les Européens ont capitulé pour de basses raisons, si vous voulez, économiques d'une part, et aussi parce que, en plus de leurs problèmes islamiques sunnites en Europe, ils n'allaient pas en plus, comment dirais-je, contrer une puissance qui pouvait être une antidote antisémite à leurs propres problèmes. Donc ça, c'est une chose. Mais en fait, globalement, les Iraniens ont gagné leur bras de fer vis-à-vis des puissances occidentales. C'est-à-dire que cet accord, en tout point, je vous dis, quand on rentre dans l'analyse, et je fais une analyse très superficielle ce soir, mais quand on lit ce tableau, moi quand je l'ai lu, j'avais senti les choses, etc. Mais quand on lisait ce tableau et qu'on voyait les choses objectivement présentées, qui a gagné sur tel ou tel aspect de cet accord, on voit que c'est une pilée, comme on disait au football quand on était jeune, une pilée de victoires iraniennes par rapport à l'Occident. Alors, en fait, les États-Unis s'y retrouvent parce qu'ils ont un allié ambigu, mais ils ont un allié dans la région. L'Europe, elle, beaucoup plus plus terre à terre, ce qu'elle perd avec, si vous voulez, sa crise économique qui va s'accentuer d'ailleurs et financière sur le vieux continent, elle est en train de le retrouver peut-être dans une moindre mesure avec les marchés iraniens qui s'ouvrent, parce qu'il y a un marché de 85 millions de gens, et puis c'est pas un pays sous-développé, l'Iran. Donc c'est, si vous voulez, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs tiroirs à cette capitulation. Mais en fait, il y a aussi toujours dans ce genre de négociation, il y a un vecteur temps. Ça ne pouvait plus continuer comme ça, avec donc la situation au Moyen-Orient, l'État islamique, etc. Et donc, en fait, l'Occident a choisi une certaine voie. Mais on sait que c'est une voie erronée, une voie qui, si vous voulez, que vous vous souvenez de la fameuse phrase, il y a les deux phrases, il y a la phrase de Chamberlain, quand de Poincaré, pardon, quand il a reçu après les accords de Munich, il a reçu Daladier qui avait signé donc les accords de Munich, et quand Daladier a vu la foule
l'accueillir à Paris avec plein de fusions parce qu'on avait signé soi-disant la paix avec Hitler. Il s'est retourné vers ses proches, vous vous souvenez, et il avait dit cette phrase ce sont de vrais CONS. Et en fait, c'était la phrase de Churchill auquel ça m'avait fait penser, c'est que on avait signé l'accord de Munich, comme on a signé l'accord de Vienne pour éviter la guerre. On a accepté un certain déshonneur pour soi-disant éviter la guerre, et comme avait dit Churchill, eh ben, on aura et la guerre et le déshonneur. Et je suis pas sûr qu'on aura la guerre. Moi, je vous ai dit, la guerre, d'après moi, s'il y en a une, ce sera la guerre cybernétique, ce ne sera pas du tout la guerre à laquelle on pense. D'ailleurs, tant mieux pour nous et le peuple iranien, même si on risque de connaître les uns et les autres des moments difficiles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question courte, quelqu'un? Non, bon, moi je me permets, Richard, mais de façon succincte, dans ce rapport-là, dans ces accords de Vienne, est-ce qu'ils sont accessibles à tout le monde? Est-ce qu'on peut les voir, les lire? Première question. Ouais. Et deuxième question, on a parlé, on a vu dans les médias, quelques semaines après, qu'il y avait encore une autre partie de cet accord de Vienne qui n'est pas divulgué, qu'on ne connaît pas. Oui, absolument. Alors d'abord, le rapport, il est en anglais. Moi, je veux bien, puisque je l'ai sous une forme informatique, je vais le retrouver. Bon, moi, je l'avais imprimé à l'époque, mais je vais le retrouver, essayer de vous l'envoyer pour ceux qui pourraient le lire. C'est un tableau d'une quinzaine de pages. Et quant à l'aspect non caché, alors il y a toutes sortes de tractations, justement économiques, géopolitiques, qui ont été avancées, sur laquelle justement, qui confirmeraient encore plus la capitulation occidentale, qui ont suivi, enfin, puisqu'il s'agissait d'un pacte non écrit, donc il y a, si vous voulez, il y a toutes sortes de volets qui confirment exactement cette analyse, à savoir que il y a des accords encore plus profonds qui ont été passés entre le P5+1 et l'Iran. Et bon, on ne peut pas en dire grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a concernant justement la carte du Moyen-Orient, les territoires autorisés d'influence de l'Iran, etc., qui pourraient nous réserver de grandes surprises, mais peut-être on en parlera une prochaine fois. Mais oui, c'est bien d'en avoir fait allusion à ça, parce qu'il y a tout un pan de l'accord qui petit à petit, bon, qui est encore plus catastrophique d'ailleurs, qui risque de se révéler. C'est d'ailleurs un des sujets de la campagne électorale américaine. Toda Rabba, un grand merci Richard pour cet éclaircissement sur la menace iranienne. Merci à vous tous d'avoir participé. On se retrouve, vous avez l'InMode, c'est des cours tous les soirs. On a différents cours. Dimanche, on était avec Monsieur Darmon. Mardi, on a 2 cours, un sur les clés du Maharal de Prague avec le Rav Peretz, et on a également un cours sur le Rambam avec le Rav Ben Shushan. 2 cours également excellents. Merci beaucoup à vous tous. Les cours. Juste un point, je vais, comme je l'ai fait la fois dernière, je vais envoyer d'ici demain un texte résumant, un texte écrit pour nos amis qui nous ont écoutés, qui pourrait être une sorte d'archive qui résumera en fait tout le parcours de cette conférence, ils pourront le lire tranquillement. Exactement. Donc vous retrouverez ce document-là sur le site. Vous voyez là, je mets fr.ligmod.org. Donc on met là-bas la vidéo, on met également l'audio. Je convertis ça en audio, ceux qui veulent écouter ça, qui ne peuvent pas voir. Donc vous aurez l'enregistrement vidéo, l'enregistrement audio, également le document que vous avez vu ce soir et le document plus explicite que Richard va nous envoyer dans les jours à suivre. Merci à vous tous et donc si Dieu veut, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée.